Les citoyens, également consommateurs, sont de plus en plus sensibles aux valeurs du développement durable. Pour les entreprises et commerces qui s'adaptent à ces nouvelles demandes, le développement durable devient un argument de différenciation, voire de marketing. Mais en parallèle, des réseaux spécialisés s'organisent. Les produits issus de l'agriculture biologique notamment attirent de plus en plus. En 2010, parmi les consommateurs de produits bio, 25% l'étaient depuis moins de 2 ans. Aujourd'hui, Carrefour Planète est découpé en 5 univers, dont un univers qui est en particulier l'univers bio, qui a été fortement augmenté pour répondre à une attente client. Donc auparavant, en 2010, avant septembre 2010, on disposait à peu près d'une gamme de 200 références en produits biologiques. Et avec la mise en place du nouveau concept qui est Carrefour Planète, on est passé à 2000 produits en produits biologiques. On a constaté réellement aujourd'hui qu'on a attiré une nouvelle clientèle qui était aussi attachée à des magasins spécialisés et qui viennent aujourd'hui dans la grande distribution. C'est aussi le but, c'est de toucher le plus grand panel de clients en proposant un choix de produits qui était plutôt réservé auparavant à des magasins spécialisés, comme par exemple les produits en vrac, en bio. Et puis une gamme qui est beaucoup plus large que celle qu'on avait auparavant. On ne veut pas commander ce qui n'est pas bio. mais bon, c'est une façon aussi de faire avancer les producteurs et de pouvoir proposer aux clients de plus en plus de produits certifiés. Et parce que notre objectif de base, c'est la promotion de l'agriculture bio. Donc, on a aussi 2 principes importants. C'est le respect de la saisonnalité. Et on ne vend plus de produits, notamment en fruits et légumes, qui ont traversé le monde entier en avion. Toujours dans l'idée de réduire le bilan carbone des produits que nous distribuons, on a toute une démarche de réduction des emballages et des suremballages. À la base, à l'époque, c'était une association qui rassemblait des coopératives. Maintenant, il y a des biocoop qui sont des surfaces de 1000 m² et qui achètent plus de 6000 produits. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout la façon de considérer le producteur et le client qui était nouvelle pour nous. L'approvisionnement des magasins Biocoop se fait en priorité autour du magasin, c'est-à-dire avec les producteurs locaux. Donc tout ce qui se fait dans le coin, on aide les producteurs qui sont de la région. Et puis on a aussi accès, comme tous les 320 magasins de France, à l'une de nos 4 plateformes. Ces plateformes rassemblent autour de chez elles d'autres producteurs locaux, de façon à pouvoir fournir tous les magasins au niveau national. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Vous arrivez pour m'aider. Et là, c'est rare que j'en ai 2. Ça, c'est pour le mardi. Donc l'historique de la MAP, de la création de notre association, eh bien, c'est un ensemble d'habitants de la ville de Saint-Priest, dont je fais partie, ainsi que quelques voisins du quartier qui ont décidé, il y a 4 ans, de créer cette association. L'idée de la création de l'association, elle part d'un constat. D'abord le constat qu'il y a une diminution du nombre d'agriculteurs, que de plus en plus de nos denrées alimentaires proviennent de loin, souvent de l'étranger, que ces denrées que l'on trouve ne sont pas forcément de bonne qualité et n'ont pas forcément un bon goût. Donc face à ça, on a voulu réagir. Donc l'ambition de l'association, c'est en fait de soutenir l'agriculture locale et si possible biologique. Au début, nous avons commencé avec peu de producteurs. Je vous ai mentionné le producteur de légumes. Puis après sont venus les fruits, puis d'autres comme le fromage, comme le pain, les œufs, les lapins, les poulets, la viande de bœuf, etc. Donc et c'est en permanente croissance. C'est quoi? Radis noir. Radis noir. Donc préparé, râpé.
et avec du sel, de l'huile d'olive. En tant que membre de l'association, on participe au moins une fois par an ou une fois par semestre à une journée de distribution. C'est un moment agréable. Ça nous permet de connaître les gens, partager avec eux sur la nourriture. On est censé être une seule personne à chaque permanence. Et en fait, on s'arrête, on reste, on discute et du coup, on gagne plus en convivialité qu'on ne perd en temps qu'on y consacre. On en profite pour venir discuter ensemble le mercredi, tant qu'à faire. Et puis après, voilà, c'est le fait qu'il n'y ait aucun intermédiaire. On a des produits, de producteurs locaux. On vient chercher ses propres légumes. C'est de la qualité. C'est des produits biologiques pour la plupart. Donc voilà. Bonne soirée. Merci. Voilà. Merci. On a démarré notre élevage directement en bio depuis 3 ans. Au début, on avait une production personnelle parce qu'on avait marre de manger des produits avec des OGM et qui étaient nourris avec des carcasses d'animaux morts. Donc on ne voulait pas ça, on voulait avoir quelque chose de plus sain. Et on a commencé à faire une production personnelle pour justement se nourrir correctement et puis donner de la bonne qualité à mes enfants. Et puis du coup, de fil en aiguille, les copains venant manger à la maison, ils disaient « Putain, mais c'est trop bon, c'est pas possible, comment tu fais, etc. » Et donc du coup, ça nous a donné envie de faire goûter nos produits à d'autres personnes et puis qui ont adhéré. Et puis bon, voilà, maintenant on travaille en AMAP. On a changé de métier. Nous, on donne que des protéines donc céréalières et qui sont bio, donc de A à Z. C'est-à-dire quand on fait du bio, on ne peut pas faire une étape bio. Il y a le parcours extérieur, il y a l'espace intérieur pour les animaux, donc, et puis la sortie à volonté, quoi, qu'ils puissent sortir et rentrer comme ils le souhaitent. Pour vous donner un ordre d'exemple, un poulailler bio de poules pondeuses, c'est maximum 3000 poules. Alors qu'un poulailler en conventionnel, vous pouvez monter à 140 000 ou 190 000 poules, quoi. Donc c'est pas du tout la même réflexion, c'est pas du tout la même philosophie. C'est pas du tout la même rentabilité non plus. Donc la certification bio, en fait, c'est un label qui est fait pour que le consommateur soit tranquille. Ça nous coûte à l'année 500 € ce label pour qu'ils viennent nous contrôler à n'importe quel moment, quand ils veulent, et qu'ils viennent regarder, faire des prélèvements sur la terre, faire des prélèvements sur les animaux, faire des prélèvements sur l'alimentation, pour voir si on respecte bien le cahier des charges. C'est tout tracé et répertorié. C'est ce qui coûte cher, en fait. Et puis la durée d'élevage. Si vous élevez un poulet sur 40 jours, ça coûtera moins cher que si vous élevez un poulet à 120 jours. Parce que de 40 à 120 jours, il faut qu'il mange le poulet. Et plus il grandit, et plus il doit manger. Donc c'est là que le coût il est un peu plus important. C'est parce qu'il y a plus de nourriture, il y a plus de temps pour élever les choses. Mais la différence, c'est au niveau du goût aussi. Si vous prenez un produit bio, il y a une différence de prix qui va être entre 10 et 30% plus cher, généralement, pour un produit biologique. Le fait de créer une marque bio aujourd'hui en MDD, marque distributeur, c'était aussi pour répondre à une attente client. Alors c'est vrai que si on prend un produit bio Carrefour, généralement il est moins cher que le produit qui est à marque plus connue, on va dire. Si aujourd'hui un produit ne passe pas par un industriel, mais directement de la fabrication à l'enseigne, on diminue la chaîne de distribution et automatiquement les coûts de fabrication. On met les abricots, hein, et puis on mettrait ici, à la place de ça, on mettrait le présenteur en direct bio. Hein. Ce qui paraît aberrant aujourd'hui, c'est quand vous faites inséminer, mettons, une truie en Belgique, elle va partir, les petits cochons vont être engraissés en Australie, vont arriver dans un autre pays pour être découpés et revendus. Enfin, il y a des histoires comme ça, vous avez le produit que vous avez, il a fait 15 000 km. Bon, ça, c'est aberrant. Voilà. C'est aberrant, on veut le dire aujourd'hui, c'est pas normal qu'on vende... Mais ça, c'est nous qui créons les niches et par rapport aux consommateurs pour pouvoir vendre. Mais pourquoi est-ce qu'on vend du raisin quand c'est pas la saison? Voilà.
Alors aujourd'hui, je suis peut-être un petit indépendant qui a fait un petit... Parce que le terrain, les 15 hectares que j'ai, ce sont les banques qui les ont, ils m'ont prêté. Mais j'ai essayé d'imaginer le commerce que je voudrais avoir demain. Voilà. Nous avons fait quand même un magasin, si possible, le plus tendance verte. Bien sûr pas HQE, parce que ça coûte beaucoup trop cher, l'HQE, ce ne serait pas possible par rapport au discount, ça ne va pas ensemble. Par contre, à chaque fois qu'on a pu faire de la tendance verte, nous l'avons fait. Donc c'est un prêt marchand, voilà. Et on espère qu'il sera garni au fil des ans par des marchands qui partagent les mêmes convictions que moi, parce qu'on dit que tout va bien, mais je pense que cette planète, elle est pas bien. Hein. Donc notre société de consommation, il n'y a pas à contribuer à tout ça. La création du mouvement Artisans du Monde, des premières boutiques Artisans du Monde, ça remonte à il y a plus de 35 ans. Et ça a été monté à l'initiative de groupes qui s'intéressaient à la solidarité internationale. Et l'intuition, c'était de dire qu'on peut interpeller les consommateurs, les citoyens, par des produits d'artisanat, des produits alimentaires, en provenance des pays du Sud, pour leur apporter de l'information sur les conditions de vie de ces producteurs, la difficulté qu'ils ont d'accéder au marché, et comment le commerce traditionnel international ne garantit aucunement leur niveau de vie et le respect de leurs droits humains fondamentaux. Mais quand il y a 35 ans, plus de 35 ans, ces groupes ont créé les premières boutiques, le terme de commerce équitable n'existait pas en tant que tel. Tout ce que j'ai acheté ici, c'était toujours bon et bien. Et je suis contente de savoir que les gens qui les ont produits l'ont fait sans se faire mal et sans qu'on les exploite, quoi. À la fois, j'ai les moyens de le faire, à la fois, effectivement, je préfère faire ça plutôt que d'en acheter plus et moins bon. Mais heureusement, voilà, j'ai la chance de ne pas avoir trop à me poser la question, donc je le fais simplement, quoi. Une grande majorité des clients sont sensibles au concept de commerce équitable et se disent disposés à en acheter les produits. Cependant, ces belles intentions ne se traduisent que peu en actes. Les produits dits éthiques représentent un très mince pourcentage sur le marché. La particularité d'une AMAP, c'est qu'il existe un lien entre le producteur et le consommateur. Et ce lien, c'est le contrat. Donc ce contrat nous engage pendant 6 mois et la différence par rapport à un autre type de distribution, c'est que nous prépayons nos producteurs. On avait déjà essayé le système des paniers dans les années 90, mais donc ça marchait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet, les gens étaient moins motivés, et dès que les AMAP se sont lancés sur la région s'est engagée dans ce système-là parce qu'on y croyait depuis le début, quoi. Voilà. Les plus gros avantages, c'est d'avoir déjà une planification et un revenu qui est déjà établi pendant une période. C'est-à-dire qu'on plante en fonction de notre vente. Tandis qu'autrement, avant, on plantait dans l'espoir de vendre. Tandis que là, c'est déjà vendu. C'est déjà pas mal. En AMAP, on fait profiter justement de ce système où on impose les légumes, on n'a pas de conditionnement ou moins de conditionnement, et on gagne du temps au niveau du ramassage. Donc un panier dans une AMAP à 11,50 €, si vous venez l'acheter sur notre banc au marché, vous allez le payer entre 14 et 15 €. Cette année, on a eu un gros coup dur. L'abattoir où on allait, donc qui était certifié en bio, où on allait faire abattre les volailles, a fermé, et donc on s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire abattre nos volailles. Si aujourd'hui je vous vends une volaille vivante, elle sera bio. Si je la fais abattre dans un autre abattoir qui n'est pas bio, je perds mon label bio. Donc devant un petit peu cette fermeture d'abattoir où on avait décidé d'arrêter les volailles, les AMAP se sont réunis et nous ont apporté un soutien financier. Donc sous forme de taux après zéro, ce qui nous a permis d'investir dans un abattoir, et maintenant on peut continuer à abattre nos volailles, on continue à faire des volailles, on les abat sur la ferme. L'idée, c'est quand même d'amener de plus en plus de monde à manger sainement et à des prix corrects, quoi. Et c'est pour ça qu'on travaille en direct, parce qu'en travaillant en direct, on évite les intermédiaires qui prennent à chaque fois une marge et qui font que ça devient exponentiel et qu'on peut plus se permettre d'acheter un bon produit, quoi. Il faudrait qu'il y ait d'autres producteurs qui
qui deviennent bio et qui fassent du bio pour pouvoir fournir les AMAP qui sont en train de se monter et qui ne trouvent pas de producteurs. Parce que souvent, j'ai des AMAP qui viennent me voir en disant on voudrait bien démarrer, il nous faut des producteurs, mais moi je ne peux pas parce que je suis déjà en distribution. Donc je suis vraiment limité par rapport à ça, quoi. Il y a une demande, il y a une forte demande du côté des AMAP. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant que manager pour impliquer mon équipe sur du développement durable en matière commerciale? Est-ce que quelqu'un a une idée? Autant peut-être la nature, l'aspect nature-environnement économique, on s'en fichait peut-être un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus possible, notamment pour cette formation manager d'univers marchand. Tout au long de la formation, ce thème de développement durable est récurrent. Les entreprises sont concernées par ce thème du développement durable, s'impliquent là-dessus, s'engagent, y compris financièrement d'ailleurs, mais ce n'est pas une question qui est redondante lors de l'entretien d'embauche. Absolument pas. Avez-vous une sensibilité sur le développement durable? Sincèrement non, ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas ce qui va faire la différence entre deux candidats qui ont le même niveau. On ne va malheureusement, on reste dans un monde évidemment purement économique. C'est une entreprise qui doit dégager du chiffre d'affaires, qui dégage de la marge voilà, pour subvenir à ses investissements et payer ses salariés. Dans un hypermarché classique, on arrive très très vite entre 350 et 500 personnes. Et ça veut dire 500 fiches de salaire. Donc à la fin du mois, il va être capable de payer tout le monde. Donc, mais on arrivera à faire intégrer cette partie développement durable, notamment par la partie économique. Et c'est ça qui pousse aussi l'entreprise à développer ce développement durable, en tous les cas cette implication du personnel sur ce thème-là. Je reste persuadé aujourd'hui que ça n'est pas du tout un effet de mode. On le constate par une évolution du marché, par des chiffres d'affaires, par une tendance lourde. On voit réellement une évolution en ce qui concerne ce marché-là. Je pense qu'elle ira en croissant régulièrement. Si aujourd'hui l'enseigne, le magasin fait un choix comme celui-là, c'est qu'il y a aussi une raison en termes de demande clientèle, une raison économique, et puis c'est aussi une raison en ce qui concerne l'évolution de la consommation en France sur des produits plus sains, avec une sécurité dans la base alimentaire. Et quand les grandes surfaces ont des larges rayons bio, je vais y aller en me disant que j'aurai encore plus de choix que l'épicerie bio. Je suis quand même assez satisfaite parce qu'il y a du choix. Rien que le fait d'avoir du choix, on est quand même assez content de voir qu'on a le choix de manger bio. On parle aussi beaucoup du bio-business, c'est-à-dire que demain, on va avoir des produits certifiés bio, mais qui vont venir de très loin. Et si on ne fait pas attention, si on ne prend pas maintenant des décisions ou on fait pas des actions pour soutenir les quelques producteurs que nous avons à proximité, ceux-là vont disparaître parce qu'il y a une très forte pression foncière autour des villes et les terres agricoles fondent à vue d'œil. Et si nous n'agissons pas maintenant, eh bien notre nourriture viendra de plus en plus loin. Pour savoir comment fonctionnent les centrales d'achat de la grande distribution, elles sont impitoyables, elles exercent une pression extrêmement forte sur les producteurs. Le pouvoir de négociation est entièrement détenu par la centrale d'achat de la grande distribution. C'est là où le commerce équitable et une association comme Artisans du Monde va instaurer un dialogue avec des producteurs qui est beaucoup plus sur d'égal à égal, d'homme à homme, d'organisation d'humain à organisation d'humain, sur comment on fait pour définir un prix, des délais, des qualités de produits qui font que le consommateur chez nous et le producteur au sud va être satisfait. Dans le système du commerce équitable, il y a beaucoup de préfinancement à la commande. Parce qu'effectivement, ces organisations de producteurs, elles sont souvent pas en capacité d'avoir une réserve de trésorerie qui leur permet d'investir sur des matières premières, sur un outil de production. Donc, contrairement à tout ce que fait le commerce traditionnel, il peut y avoir jusqu'à 50% de la commande préfinancée au moment de la commande. Eh bien, en fait, je connaissais le commerce équitable depuis plusieurs années en tant que client. Et puis, un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire un peu plus. Et donc, de passer de l'autre côté pour apporter ma modeste contribution à l'édifice. Et puis, c'était aussi une façon de me former, de mieux apprendre sur le commerce équitable, en fait. C'est un peu la généralité Artisans du Monde, puisque la boutique ne tourne qu'avec des bénévoles. Le mouvement Artisans du Monde, ça représente un peu plus de 150 groupes locaux Artisans du Monde. Tout ça, ça regroupe plus de 5000 bénévoles.
On est à peu près à un chiffre de 80 salariés. Artisans du Monde pourrait renoncer au travail bénévole, mais il ne ferait plus que de l'activité de vente. C'est-à-dire qu'on serait un réseau de vente, mais on ferait l'impasse sur tout le travail éducatif, on ferait l'impasse sur le plaidoyer, sur défendre un autre modèle, sur participer aux forums sociaux mondiaux, faire entendre notre voix en lien avec d'autres associations. Et on perdrait notre capacité à critiquer le système tel qu'il est actuellement. Chez nous, effectivement, on ne vend que du sucre, du cacao et du café qui sont équitables. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le commerce équitable nord-nord. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des relations équitables avec des producteurs qui sont français, européens. Si pour un producteur, ça n'est pas rentable de ramasser une pomme de terre en dessous de 50 centimes le kilo, on ne va pas lui demander de baisser en dessous de 50 centimes le kilo. Et ensuite, si le produit peut arriver chez le consommateur à un prix qui lui est accessible, le pari est gagné. Il faut que tous les intervenants soient rémunérés pour leur travail et que chaque action soit reconnue tout au long de la filière. On s'est rendu compte qu'il y a effectivement tout un tas de produits qui sont vraiment nécessaires à la consommation de base des produits bio et qui doivent être à un prix accessible. Et donc, sur des partenariats longs, on a fait en sorte que ces produits de base, comme le sucre, le lait, la farine, soient des produits accessibles, quitte à ce que, par exemple, sur le lait, on paye un peu plus cher le fromage, mais que tout le monde puisse avoir du lait aux alentours de 1 € le litre. Donc pour ces produits qu'on appelle les produits en bio, je peux, du producteur au distributeur, chacun réduit sa marge de façon à ce que le produit arrive au consommateur à un prix accessible. Si vous achetez moins en grande surface, que vous achetez mieux, que vous achetez moins de viande, vous pouvez mettre un tout petit peu plus cher dans le bio, enfin le bio, le naturel, et vous ferez des préparations qui seront bien meilleures. Je mange différemment, on essaye de manger différemment. Je pense que si on paye un petit peu plus cher, c'est parce qu'il y a des processus de production différents et une redistribution on va dire, du prix qu'on paye plus équitable. On va dire que c'est des valeurs, après c'est une démarche toute personnelle. Je ne milite pas plus que ça, je me dis que moi je fais cet effort. Après ça peut arriver d'en discuter avec des personnes, par exemple des amis ou de la famille qui fait pas forcément, qui n'a pas la même démarche, mais je fais pas de prosélytisme. C'est une démarche personnelle. Et moi, dans mon budget quotidien, dans mon budget mensuel, j'ai pris en compte cette dépense-là. Plus le client estime que ses actes influencent la société, plus ses achats seront conformes à ses convictions. Sa consommation devient alors le reflet de la société qu'il désire. Le monde de la consommation reste foisonnant. Et les citoyens sont sans cesse soumis à la tentation de l'achat, au désir de posséder les dernières nouveautés. Si vous allez sur un marché d'agriculture biologique ou dans des boutiques spécialisées de commerce équitable, vous n'allez pas voir non plus en clientèle les personnes les plus aisées de la population française. Vous allez avoir un public de militants qui a fait un choix à un moment d'orienter sa consommation. Alors effectivement, les personnes qui, avec 800 € doivent élever 3 enfants, évidemment qu'on n'offre pas de produits compétitifs et de prix compétitifs. Et c'est à nous de nous battre aussi en France pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de précarité chez les travailleurs. Mais à partir du moment où on est dans les revenus médians français, après c'est qu'un choix personnel. Traditionnellement, on entend le pouvoir d'achat comme acheter plus pour moins d'argent. Et c'est souvent comme ça qu'il est présenté. Mais en fait, le pouvoir d'achat, c'est aussi un pouvoir de décision sur quel produit j'achète et surtout quel produit je n'achète pas. Et dans quel réseau de commercialisation je fais mes achats.
le travail de base d'un magasin, c'est vraiment le remplissage des rayons, donc c'est pas passionnant. Donc si on n'a pas derrière la tête l'impression de refaire le monde, parce que dans ces discussions qu'on a tant avec les clients qu'avec les producteurs, on a l'impression d'être un maillon important d'une chaîne alimentaire. On est dans le débat politique de quel sera notre monde demain, quelles sont les positions qu'il faut prendre aujourd'hui pour défendre nos idées, mais on le fait tous les jours en remplissant notre rayon et en prenant contact avec nos producteurs et en conseillant nos clients comme il faut.